Yo, salut les trifouilleurs de mouchoirs, bienvenue sur la clinique, bienvenue dans le deuxième épisode consacré au territoire américain, comment ils sont morts et comment Vince McMahon, en prenant les États-Unis à bras-le-corps pour proposer son produit WWE à l'échelle nationale, a tué le game dans les années 80. Dans le premier épisode, si vous ne l'avez pas vu, eh bien, vous avez eu l'introduction et les premières choses à savoir. Si vous ne l'avez pas vu, le lien évidemment dans la description. Et dans ce deuxième épisode, eh ben, on va se plonger un petit peu plus dans cette période absolument incroyable. Alors Vince McMahon, il y a un autre territoire qu'il a conquis. C'était la AWA de Verne Gagne. Verne Gagne, vous l'avez vu être intronisé au Hall of Fame de 2006, si je dis pas de conneries. Et lui, dans son coin, il était assez isolé, sans accès au câble jusqu'en 1984. Et ce qui fait que le public de cette région du pays ne connaissait que deux stars depuis 30 ans, The Bruiser et The Crusher. Alors les deux gars étaient croulants, à la cinquantaine, mais ils étaient quand même adulés, jusqu'à ce que le public découvre l'existence de Hulk Hogan, le grand Hulk. À ce moment-là, Vince McMahon commence à récupérer les big names de la AWA. Donc il y avait Hogan, il y avait André le Géant, Jesse Ventura, Bobby Heenan, et il atomise Verne Gagne, qui avait presque 60 ans et qui n'était plus du tout en phase avec le monde de l'époque. Ironie du sort quand on voit un petit peu la position de Vince McMahon par rapport au monde des années 2020. Pourtant, Verne Gagne a bataillé jusqu'au bout avec des mecs comme Scott Hall, Sergeant Slaughter, Bruiser Brody, même Marty Jannetty et Shawn Michaels qui formaient alors les Midnight Rockers. Équipe tellement bonne qu'elle finira très rapidement à la WWE malgré tout. La AWA, c'était quand même quelque chose. Je ne sais pas si vous vous souvenez, fin des années 90, il y avait eu à la Fnac une sortie de 3 cassettes vidéo qui s'appelait Super Catch 1, 2, 3. Je les avais achetées, comme tout le monde, parce que j'allais à la Fnac quasiment tous les jours, dans l'espoir de voir un petit peu de catch. Et en regardant ça, je l'ai regardé, mais je n'ai pas compris ce que c'était. J'ai trouvé que c'était du faux catch, je ne comprenais pas du tout ce que c'était. Alors bien sûr, il y avait déjà de nombreuses années de décalage. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce Super Catch, c'était un gros show AWA. C'était en fait le premier Super Clash du nom qui avait eu lieu dans un grand stade à Chicago devant 20 000 personnes. Donc un gros show pour l'époque, mais c'est vrai que c'était 1986, si je dis pas de bêtises. Cassette vidéo sortie en 1998, j'avais déjà vu de la ECW, il y avait évidemment la WCW de l'époque. Donc il y avait vraiment un Styles Clash, comment dire, c'était pas trop ce type de catch n'était plus trop compatible avec celui qu'on avait l'habitude de voir déjà à la fin des années 90. Mais voilà, si c'était distribué à la Fnac, c'est que quand même la AWA, c'était quelque chose. Alors si le catch actuel, il est décrit comme une sorte de soap opera avec des gladiateurs modernes, ce style de télévision, il n'est pas né chez Vince McMahon ni à la WWE. Tout ça, c'était né à la Mid-South Wrestling, chez Bill Watts, avec qui Vince McMahon a aussi eu, bien entendu, une grande guerre commerciale. La plus grosse star de la première moitié des années 80, c'était le très connu Junkyard Dog. Ce catcheur, il a fini par rejoindre Vince McMahon en 1984, lorsque tout commençait à bouger. Et à ce moment-là, la Mid-South était vraiment menacée en ayant fraîchement perdu sa plus grande star. C'est là que Bill Watts commence vraiment à mettre l'accent sur le côté série télé de son produit catch, et c'est ce qui lui permet de batailler vraiment coude à coude avec Vince McMahon pendant quelques années. À tel point que sur le territoire de la Mid-South, Vince McMahon peinait à atteindre, rien à voir avec les raviolis, à atteindre les 2-3 000 personnes, alors que la Mid-South, confortablement, faisait en général entre 6 et 9 000 spectateurs dans les salles. Donc vraiment, cette bagarre coude à coude, elle était légitime et la Mid-South, en tout cas sur son territoire, en sortait grandi. Ça ramène à ce que je disais dans la première vidéo, c'est qu'il y a quand même eu des territoires comme ça qui ont réussi à rivaliser avec Vince McMahon, localement, même si Vince McMahon, lui, il avait une vision nationale et qu'il pouvait perdre de ci, de là, sachant que dans le grand scheme of things, comme disent les connards, ils étaient évidemment, Vince McMahon et la WWE étaient évidemment vainqueurs, pressentis depuis très longtemps. Ça montre bien la fidélité des gens malgré tout, parce que quand Vince McMahon galérait à atteindre 2-3 000 personnes, il le faisait avec Hogan, avec André le Géant, mais aussi avec Junkyard Dog, l'ancienne mégastar de la Mid-South. Donc quand il est parti de la Mid-South à la WWE, Junkyard Dog, il a un petit peu perdu de sa superbe et les gens ont vu ça comme une trahison, et c'est pas pour autant qu'ils l'ont suivi comme un petit chien. Encore un petit jeu de mots, pour aller voir la WWE. Eux, ils étaient fidèles avant tout aux produits Mid-South. Donc à l'époque, les dollars et le style mégastar bodybuildé de la WWE ne permettaient pas forcément de séduire
tout le monde aux États-Unis, tous les fans de catch. Hogan était évidemment la plus grande star du catch en 1984, mais même en interne, il était concurrencé par le sergent Slaughter, fraîchement devenu face, qui avait affronté le Iron Sheik à 2 reprises dans un Madison Square Garden sold out. Ça, c'était pour les faces. Côté heel, c'était Piper qui était au top, grâce à l'angle de la noix de coco avec Jimmy Snuka et des matchs face à André le Géant qui l'ont vraiment crédibilisé. Et si New York a connu des beaux sold out avec le sergent Slaughter et le Iron Sheik, au Texas, très loin de la WWE, c'est la famille Von Erichs et les Freebirds, parmi lesquels on retrouve Michael Hayes, qui se tiraient la bourre à la WCCW, avec notamment une date historique, toujours en 1984, le 5 mai, lorsque Kerry Von Erich, qui arrivera à la WWE 6 ans plus tard en tant que Texas Tornado, devient champion du monde NWA en battant Ric Flair au Texas Stadium de Dallas devant 32 000 personnes. Donc localement, ça tabasse encore. Vince McMahon, il a du boulot. C'est pour ça qu'il a essayé vraiment de vampiriser tous les grands talents qui faisaient les différents succès locaux. En fait, il n'y avait pas vraiment d'endroit où la WWE n'arrivait pas à s'implanter. Là, quand je donne des exemples au Texas ou à la Mid-South, effectivement, ce sont les exceptions qui confirment malheureusement la règle. Par contre, en Géorgie, à Dallas et dans les Carolines, comme on dit, c'était très difficile pour Vince McMahon de rivaliser avec les stars locales et le style local. Et comme je le disais en conclusion de l'épisode 1, malgré son immense popularité, ce n'est pas Hogan qui a permis à la WWE de vraiment s'implanter au niveau national. Il y a d'abord eu pendant 1 an l'arrivée de Vince McMahon sur TBS le samedi à 18h05 lorsqu'il a racheté la Georgia Championship Wrestling. Finalement, ça ne va durer qu'1 an, mais au moins il aura eu cette exposition nationale, parce qu'historiquement, il faut savoir que la Georgia Championship Wrestling, elle diffusait le catch le samedi, tous les samedis à 18h05. En tout cas, cette courte année sur TBS lui permet d'être omniprésent, car il était aussi diffusé en prime time le mardi soir. Donc c'est à ce moment-là que le pays entier découvre la WWE. Mais le premier truc qui va faire que tout va exploser n'a rien à voir ni avec le catch ni avec Hogan. C'est un petit peu comme Mike Tyson qui était arrivé à Raw en janvier 1998, Raw du combien 19 janvier, c'est possible ça? Il donnera une exposition incroyable à la WWF à ce moment-là, en 1998, à tel point que même nous en France, on avait vu des extraits de ce segment génialissime entre Tyson et Austin. Ça, on l'avait vu, je me souviens très bien, le dimanche soir, lors de Stade 2. Et donc à cette époque, c'est pas le catch, c'est pas Hogan qui va pousser la WWE sur une réelle plateforme nationale, c'est la présence de Cyndi Lauper dans le produit WWE. Cyndi Lauper, chanteuse mondialement connue, qui avait déjà fait apparaître Captain Lou Albano dans son clip Girls Wanna Have Fun. Et le résultat, c'est qu'on a Wendy Richter avec Cyndi Lauper contre la fabuleuse Moolah, accompagnée de Captain Lou Albano. Ce match a lieu lors de Brawl to Settle It All le 23 juillet 1984 au Madison Square Garden, diffusé en live sur MTV devant plus de 10 millions de téléspectateurs. 10 millions! À l'époque, c'est la 2e émission de MTV, pas de catch, de MTV, la plus regardée de son histoire. Imaginez les retombées médiatiques, d'autant que ce fut l'occasion de présenter Hogan qui vient féliciter Wendy Richter après sa victoire. Donc ce grand blond musclé capte l'attention du public et le public tombe un petit peu amoureux de lui et va remplir les salles pour le voir entrer sur sa musique, le voir gagner, faire ses pauses plastiques, post-match, etc., etc. La WWE explose partout, sauf sur les marchés les plus traditionnels dont on a déjà parlé. Mais petit à petit, Hogan remplace Ric Flair, la WWE remplace la WCW, enfin la NWA, dans l'esprit du public lambda. Pourquoi ? Parce que Ric Flair, aussi talentueux qu'il était, il était booké de manière à ce qu'il gagne ou qu'il ne perde pas. Mais en tout cas, c'était toujours des matchs assez égaux dans leur présentation. Alors que Hogan, lui, il se faisait un petit peu rosser la gueule et ensuite, explosion et il gagne très vite de manière extrêmement décisive. Et c'est ça qui a vraiment martelé dans l'esprit du public que Hogan était la plus grande star parce que c'était incontestable. Personne ne pouvait le battre. Donc le grand public, il voit que Ric Flair est meilleur techniquement, il voit qu'il est formidable au micro, mais il n'est pas dominateur. Hogan, lui, il domine, point. C'est cette manière de booker les champions qui fait que Vince McMahon n'avait qu'à se soucier de Hogan, alors que la NWA doit se soucier des autres et de cet héritage qui restera encore longtemps, qui restera jusqu'à la fin même, pendant que les médias découvraient l'existence du catch grâce à Cyndi Lauper. Un peu plus tard, le 18 février 1985, MTV diffuse The War,
to settle the score depuis le Madison Square Garden une nouvelle fois. Le main event, cette fois-ci, c'est Hogan contre Piper, avec toujours Cyndi Lauper dans les parages, mais aussi nul autre que Mr. T. Mr. T, c'est l'agence Tourisque et Rocky 3. Donc imaginez, on est sur MTV, il y a une star de séries télé, de films incontestablement planétaires, ainsi que toujours la chanteuse mondialement connue Cyndi Lauper. On ne peut pas se battre contre ça. Et c'est bien pour ça que le catch doit se servir du non-catch grand public pour arriver à ses fins. Résultat, c'est l'émission de catch la plus regardée de l'histoire du câble avec 11 millions de téléspectateurs. Hogan, Piper, Mr. T, Cyndi Lauper, la culture pop qui redécouvre le catch, quoi de mieux pour faire la promo du premier WrestleMania dont Vince McMahon avait besoin comme coup de poker pour éponger ses dettes, car malgré tout, la WWE commençait à perdre vraiment beaucoup de thunes. Et comme Cyndi Lauper en 1984, eh bien c'est Mr. T qui va permettre à WrestleMania 1 en 1985 d'être un réel succès commercial. Et lors de ce WrestleMania, eh bien, le monde a encore plus vu Hogan comme le champion imbattable qu'il était déjà. Il était alors indétrônable et il était carrément devenu synonyme de catch. Mais malgré le succès retentissant de WrestleMania, les finances de la WWE n'étaient pas encore revenues dans le vert. Hogan et Flair demeuraient les principales stars alors que la guerre se poursuivait sur quasiment tous les fronts. Chez la concurrence, on booste toujours avec Ric Flair qui par exemple affronte Nikita Koloff devant 27 000 personnes lors du premier Great American Bash en juillet 1985. Toujours en 85 mais en fin d'année, cette fois-ci la NWA présente Starrcade le soir de Thanksgiving. C'est un petit peu leur WrestleMania à eux. La NWA et Crockett font un tabac avec un show plus humble certes, mais beaucoup plus rentable que WrestleMania pour lequel Vince McMahon a dû investir énormément d'argent évidemment pour se payer toutes ses stars. Mais en 85, c'est dur pour tout le monde. Par exemple, on croirait que le destin viendra un peu assommer la NWA, car en 1985, eh bien, Sports Illustrated publie un article monstrueux de 20 pages sur le boom du catch. Malheureusement, non seulement c'est Hogan qui est en couverture, mais dans l'article, sur 20 pages quand même, les mecs, c'est des bâtards, enfin c'est des bâtards. Je ne sais pas si c'est de l'ignorance ou autre chose, mais pas une seule fois ils vont mentionner les stars de la WCW, enfin de la NWA de l'époque. Donc évidemment, Sports Illustrated, Hogan est déjà synonyme de catch, et là c'est WWE qui devient synonyme de catch. Mais malgré tout ça, The Wrestling Classic, un pay-per-view WWE de novembre 1985, ne fera que 50 000 achats, un très très mauvais résultat qui refroidira Vince McMahon et qui va encore attendre quelques années avant de proposer plusieurs pay-per-view dans la même année. Donc tout n'était pas si simple malgré son expansion assez fulgurante. En 85, eh bien, Starrcade est diffusé de 2 villes différentes, ce qui fait que Vince McMahon en 86 pour WrestleMania 2 va un petit peu faire monter la sauce et va diffuser WrestleMania depuis 3 villes différentes. Et même s'il semble avoir trouvé sa star avec Hogan, Vince ne voit pas en lui, comme je le disais dans le premier épisode, un champion long terme, à cause de son look vieillissant, en raison de sa perte de cheveux, à tel point qu'il était désormais formellement interdit pour Jesse Ventura ou Roddy Piper au commentaire d'émettre la moindre critique. Par exemple, sur cette photo, Hogan, il a 32 ans. Donc si Vince McMahon a peur que le succès d'Hogan s'essouffle, c'est qu'il cherche déjà quelqu'un pour le remplacer. Il y a aussi un événement qui vient annuler l'avantage commercial de Jim Crockett dans plusieurs territoires. Lors de la tournée Great American Bash 1986, Crockett prévoyait une tournée de 17 shows. Sauf que lors du show de Philadelphie, la commission athlétique juge que trop de catcheurs saignent et passe à 2 doigts de faire arrêter le show. Le show se poursuit malgré tout, mais sans la moindre effusion de sang. D'autres États lui emboîtent le pas et interdisent le sang. Ça n'a l'air de rien, mais à l'époque, le style plus réaliste, plus athlétique et avec du sang de la NWA constituait, comment dire, un de ses avantages par rapport à la WWE. Donc, au moment où tous ces territoires, tous ces États ont interdit à la NWA d'utiliser du sang, eh bien, ils ne pouvaient plus faire leur vrai style de catch. Donc, bien entendu, ils ont perdu immédiatement en attrait. Et même si, parallèlement à tout ça, Hogan bat des records en 1986 avec notamment 64 000 personnes au Skydome de Toronto contre Paul Orndorff, eh bien Vince McMahon est toujours en quête d'un futur remplaçant pour Hogan et tente un truc avec Tom McGee, un Canadien très prometteur physiquement, mais qui fut un véritable fiasco. Par contre, après WrestleMania 3, un certain Jim Hellwig frappe à la porte de Vince McMahon et ce Hellwig deviendra l'Ultimate Warrior. Pour la petite histoire, le Warrior devait partir à la New Japan, mais il se retira au tout dernier moment au profit de la WWE. Et le spot désormais libre à la New Japan, eh bien, sera comblé par
Vader, qui va être découvert par le public japonais et il va faire une carrière immense au Japon, grâce donc à l'Ultimate Warrior qui a finalement décidé de ne pas partir à la New Japan. Et réflexion faite, c'est mieux pour tout le monde, j'ai envie de dire, parce que je pense que le niveau de l'Ultimate Warrior à la New Japan, ça n'aurait pas vraiment été compatible avec le style de la fin des années 80 là-bas. Voilà pour cet épisode numéro 2. Dans l'épisode numéro 3, eh bien, ce sera comme pour WrestleMania, on va commencer avec WrestleMania 3, avec en main event André contre Hogan, et on verra quelles seront les implications futures de ce show, en espérant que cette vidéo deuxième sur les territoires et comment Vince McMahon a tué le game du catch américain vous a plu. Je vous donne rendez-vous donc pour le prochain épisode, et d'ici là, vous savez qu'il ne vous reste pas grand-chose à faire, si ce n'est de regarder du catch 24 heures sur 24. Allez, bye bye à tous.